pour ce nouvel entretien, chers auditeurs, qui nous emmènera encore jusqu'à 8h44. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mirkovic. Nicolas Mirkovic, bonjour, vous êtes analyste géopolitique de manière générale et vous êtes aussi dernièrement l'auteur de Déclin et Renouveau. Je le montre à la caméra. Déclin et Renouveau, comment les Français se relèveront, qui est paru il y a quelques jours aux éditions des Syrtes. Alors, dans cet ouvrage, Nicolas Mirkovic, vous dressez une forme de... Enfin, déjà, c'est un ouvrage, il faut le dire, assez érudit, où vous multipliez les références principalement issues de la culture française, quand même, et vous dressez, dans un premier temps, un constat assez terrible, puis une forme de déclaration d'amour à la France qui passe par de grands chantiers 12 que vous listez. On aura l'occasion de revenir sur tout ça pour un ouvrage positif. C'est quelque chose qui nous plaît ici à Radio Courtoisie. Alors déjà, Nicolas Mirkovic, dans un premier temps, vous faites un constat que finalement, en une trentaine de pages, il me semble, un constat que tout le monde connaît, qui est que, en fait... la France est dans une période de déclin. Voilà, c'est le mot que vous employez. Et vous décrivez donc plusieurs problèmes majeurs, comme par exemple la jeunesse, l'économie, la santé, la question des racines chrétiennes. Ce constat, vous le dites vous-même, d'autres l'ont fait avant vous. De qui vous êtes inspiré finalement ? Malheureusement, je pense qu'il suffit de lire des livres d'histoire, de connaître un peu l'histoire de France et de déambuler dans des rues de France aujourd'hui pour constater ce déclin et de parler aux Français. Je n'avais pas comme objectif de tirer sur une ambulance, mais la situation est vraiment particulièrement mauvaise. On essaye, avec beaucoup d'écrans de fumée, de paillettes, d'écrans partout d'ailleurs, de nous faire croire que tout se passe bien. Mais si on regarde d'abord les indicateurs sociaux, avant même de regarder l'économie, si on regarde une famille sur deux qui divorce, le taux de suicide en France qui est quand même très élevé. Là, on regarde la solitude. 11 millions de Français vivent seuls, 9 millions de Français sont pauvres. Quel État peut se vanter d'avoir une nation stable, une nation épanouie avec de tels indicateurs? Et on peut aller encore plus loin, 65 000 entreprises françaises qui ont mis la clé sous la porte hier, l'année dernière. Donc, si on regarde ces indicateurs et si on compare ce qui se passe ailleurs dans le monde, il est évident que la France va mal, et je ne parle même pas de l'insécurité. J'y consacre un tout petit chapitre, mais 8 millions d'infractions chaque année en France. Sur ces 8 millions, il y en a 80% qui ne font pas l'objet d'une plainte. Sur les 20% qui font l'objet d'une plainte, il y a 25% auxquels la police répond aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il y a une solution, et les gens ont peur de sortir. Et globalement, tout ça se passe dans une société qui est divisée, séparée. On est opposés les uns aux autres, on est dans l'anomie. Je parlais tout à l'heure des personnes seules. On n'a plus de lien avec sa famille, on n'a plus de lien avec les autres. Alors, je caricature un petit peu, mais ce lien social important dont tout peuple a besoin, dont toute nation a besoin, se délite au profit d'une caste dominante qui, elle, visiblement, va de Davos à Berlin, à je ne sais plus quel, à Washington, tranquillement, dans leur jet privé, et profite de ce système, alors que le reste de la société souffre de plus en plus. Et alors, ce à quoi vous consacrez même un certain nombre de pages, c'est quand même cette question que vous posez, pourquoi la crise? Et votre premier argument, en tout cas l'argument principal, c'est un peu un sujet dont vous avez déjà parlé sur le domaine géopolitique, c'est la question de l'américanisation. Et là, en l'occurrence, l'américanisation donc de la société française. Vous parlez de son influence culturelle, comme de la question du wokisme, comme de la question de la NSA et de, en fait, finalement, toutes ces ingérences américaines, états-uniennes qu'on connaît bien, d'une certaine façon. Pourquoi est-ce que vous accordez autant d'importance pour vous? Pourquoi c'est un mal aussi important? C'est extrêmement important parce que la France a toujours une élite dans le sens noble du terme, c'est-à-dire des responsables politiques qui avaient une stature, qui avaient une éducation, qui avaient un niveau extrêmement élevé. Alors, on a eu des mauvais responsables, mais on a eu beaucoup de très bons responsables, des rois, des présidents et leurs entourages qui ont été capables de hisser la France à une place de première nation mondiale. La France n'est pas arrivée là où elle a été il y a encore quelques générations, sans l'effort de nombreux Français et de responsables qui ont su nous tirer vers le haut. Or,
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est le général de Gaulle lui-même qui le dit, hein, il dit en 1960 ou 62 même, je pense, juste après la crise algérienne, il dit que le danger pour la France, c'est l'impérialisme américain. C'est son terme. Il dénonce le snobisme de la bourgeoisie pro-anglo-saxonne qui rêve des universités américaines, qui rêve de la société américaine, qui veut vivre comme les Américains. Et en parallèle de cela, il y a eu toute une ingérence d'organisations américaines dont on a entendu beaucoup parler lors de la prise de pouvoir de Trump en début d'année dernière, qui ont influencé la société, des ONG, qui ont stipendié, qui ont financé des clubs de pensée en France et en Europe. On sait que la construction de l'Union européenne a été largement poussée et encouragée par les États-Unis. Et on a eu une nouvelle élite qui, elle, ne défendait plus les intérêts des Français, mais a commencé d'abord par se séparer du reste de la nation. Donc là, c'est ce que disent des auteurs comme Christopher Lasch, mais Christophe Guilly en France dit la même chose. On a une élite qui petit à petit n'était plus préoccupée par les intérêts de la nation et qui rêvait de ce modèle mondialiste qui émanait des États-Unis. Ce grand projet sans frontières pour la libre circulation des capitaux, des êtres humains, des biens et marchandises est une émanation des mondialistes. Et les Français se sont mondialisés. Et on a des grandes, comme des laboratoires de pensée, comme la French American Foundation, par lesquels sont passés Édouard Philippe, Emmanuel Macron, Najat Vallaud-Belkacem et tant d'autres, et qui ont tous, in fine, servi les intérêts, pas toujours directement, mais souvent des Américains. Et il n'y a qu'à regarder l'influence des États-Unis. Les États-Unis surveillent, espionnent la France illégalement. Les présidents français ne disent rien. Les États-Unis empêchent les Français poignardent les Français dans le dos pour la vente de sous-marins aux Australiens. Les Français disent rien. Des Français sont emprisonnés. Je pense à Pierucci, qui était un ingénieur de chez Alstom. Il a passé 2 ans dans une prison américaine. À l'époque, il y avait la vente des turbines Arabelle. La France n'a rien dit. On a un juge français à la Cour de justice internationale qui est sous sanction américaine, qui n'a rien fait d'illégal, mais juste parce que le jugement qu'il a pris était contraire aux intérêts des Américains. Il est sous sanction aujourd'hui. La France ne dit rien. Et je vais vous donner juste un dernier exemple, parce que beaucoup de personnes pensent qu'avec Trump, ça change, mais ce n'est pas le cas. Quand Trump vient en Europe et qu'il dit « vous allez investir aux États-Unis », les Européens disent d'accord. Quand il dit « vous allez acheter des hydrocarbures américains », les Européens disent d'accord. Et quand il dit aux pays européens membres de l'OTAN « vous allez augmenter vos budgets de la défense à hauteur de 5% du PIB », tout le monde dit d'accord. Et en même temps, ces 10 dernières années, les Américains ont acheté plus de 1500 pépites de l'économie française. C'est-à-dire que des ingénieurs, entre autres, qui ont développé des concepts qui pourraient servir la nation française, qui pourraient servir l'État français, enfin le peuple français, sont achetés par des fonds de pension américains et on ne dit rien. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, il y a ce sujet de soumission, et je terminerai juste sur ce fameux mot de Brzezinski dans Le Grand Échiquier, où il dit très clairement l'Europe de l'Ouest, dont fait partie la France, est globalement un protectorat américain. Donc, si vous voulez, cette américanisation des élites, en même temps, cette création de la société vers le mondialisme, c'est une société matérialiste, individualiste, où on veut diluer les nations, les peuples, dans un grand magma mondialiste qui va profiter à une élite financière, eh bien, a été initiée par les États-Unis, et cela fait beaucoup de mal à nos responsables politiques et à la société. Et alors oui, ce qu'on comprend finalement avec l'arrivée de Donald Trump, c'est que peut-être que la méthode change, mais la prédation reste la même dans le fond. Cela étant, ça nous emmène finalement à la suite de votre ouvrage, qui en fait revient sur un petit peu vos... alors je le dis avec toute l'affection possible, hein, mais vos marottes, en tout cas vos sujets de spécialité, qui sont effectivement ce monde multipolaire que vous décrivez ou que vous prédisez. Justement, alors c'est un chapitre un peu étonnant dans lequel vous posez la question: est-ce que tous les pays font face à la même dégringolade? Et là, vous prenez plusieurs exemples. Vous prenez l'exemple de la Russie, de la Chine, de Singapour, des Émirats Arabes Unis aussi, il me semble. Et vous dites non, eh bien, il y a des pays qui parviennent à se relever. Alors moi, ce chapitre m'a, je vous avoue, particulièrement interpellé, parce que dans les pays que vous décrivez, vous parlez de pays qui étaient soit pauvres, soit émergents, déjà il y a un demi-siècle, qui sont sur qui n'étaient pas du tout aussi développés ou dans la même situation que la France, qui elle, pour le coup, partage à peu près le même sort que toute l'Europe.
J'ai fait beaucoup d'analyses géopolitiques, comme vous le savez, j'ai pas mal voyagé et je regarde ce qui se passe dans le monde. Et je vois qu'il y a des nations qui ne se fourvoient pas dans des projets mondialistes et qui ne se fourvoient pas dans dans une construction supranationale où des lois sont prises à des centaines, voire des milliers de kilomètres de chez eux par des technocrates qui n'ont jamais été élus. Je vois des nations qui travaillent sur le temps long, qui ont connu des situations difficiles. Je vois même des nations quasiment émergentes, hein, les Émirats arabes unis et Singapour étaient pour Singapour des marécages il y a encore quelques générations, et pour les Émirats arabes unis, des tas de sable. Et j'étais curieux de savoir comment est-ce que ces pays se sont soit créés, soit se sont relevés. La Russie qui sort de 75 ans de communisme et sans dessus-dessous dans les années 90. Tous les Hmm. oligarques du monde se précipitent sur les richesses du sous-sol russe. Et quand on regarde la Russie aujourd'hui, eh bien, c'est un pays qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique de Vladimir Poutine, mais qui a réussi à faire de la Russie aujourd'hui le premier PIB en parité de pouvoir d'achat en Europe aujourd'hui. Donc pareil, quel a été ce pouvoir? Qu'est-ce qu'ils ont fait en place les Russes ou que les Chinois? Les Chinois étaient quasiment il y a 200 ans la plus grande puissance, une des plus grandes puissances mondiales. Ils ont traversé le communisme, ils ont aussi subi la colonisation d'Occidentaux, ils ont traversé des périodes très difficiles. Et là, aujourd'hui, maintenant, eh bien, c'est quasiment le phare de la technologie dans le monde. Alors, je le dis à chaque fois, je ne cherche pas à imiter ces modèles. Je n'ai pas du tout envie de vivre à la chinoise, ni à la russe, ni comme les Émiratis. Mais qu'est-ce qui a poussé ces nations à s'en sortir? Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est la volonté de responsables politiques de s'en sortir, d'apporter de la prospérité, d'apporter de la sérénité, de la stabilité, de faire des investissements sur le temps long, d'investir dans l'éducation et la sécurité. Singapour investit dans des universités pour que les élèves de Singapour aient une éducation de Hmm. qualité et en lien avec les besoins du marché. Les Émirats ont réussi à attirer des capitaux, ont attiré de la stabilité. On regarde El Salvador, je change de continent, ils ont dit on veut lutter contre la criminalité. Hmm. Ils se sont donné les moyens. Il y a El Salvador, qui était un des pays avec le plus de taux de criminalité de meurtres, est aujourd'hui un des pays qui a le moins de meurtres et de criminalité. Et nous, la France, qui sommes l'une des plus vieilles nations du monde, on ne serait pas capable de lutter contre la criminalité, mais on n'a pas la volonté, on n'a pas les experts nécessaires pour le faire et on n'a pas cette vision sur le temps long. Et c'est Alors, ce que ces pays m'ont inspiré. on va revenir dans quelques instants sur les solutions. Moi, je voudrais juste rester un petit peu sur cette question de. C'est un petit peu paradoxal quand même que ce que vous décrivez d'une certaine façon. Enfin, j'ai trouvé, hein, parce que Hmm. donc vous répondez quand même à la critique, comme vous venez de le faire d'ailleurs, mais selon lesquels bah, ces pays ne sont pas des pays qui sont les mêmes que les nôtres. Même, on pourrait dire que l'âme du peuple dont vous parlez finalement dans votre ouvrage. Hein, vous rappelez par exemple en parlant de la liberté française, que bah, franc, en fait, ça veut dire libre tout de même, d'une certaine façon. En fait, les Français, dans leur immense majorité, sont très loin de souhaiter un modèle à la russe, un modèle à la chinoise, même en soi, le modèle singapourien est un modèle, on va dire, de démocratie à parti unique, ce qui est quand même un petit peu particulier. Et puis même les réfugiés politiques en soi vont plus de ces pays-là vers les pays européens, malgré toutes les critiques qu'on peut faire évidemment sur l'état des pays européens, vont plutôt dans un sens que l'autre. Donc on a l'impression que vous posez presque un dilemme entre d'un côté la nécessité d'un autoritarisme pour parvenir à une forme de développement, et de l'autre la liberté qui en fait mènerait à une forme de déclin. C'est-à-dire tous les pays que vous décrivez, hein, que ce soit le Salvador, les Émirats arabes unis, la Chine, la Russie, en fait sont des pays qui sont des dictatures, même au sens romain du terme, admettons-le comme ça, des dictatures dans le sens où en fait c'est un seul homme qui a tout le pouvoir et qui, pour la majorité de ces pays, en tout cas, est dans une forme de guerre, que ce soit la Chine, la Russie ou le Salvador. Hmm. Donc, est-ce qu'on est obligé d'avoir ce dilemme entre autorité et liberté? Alors non, pas forcément. Alors concernant les immigrés qui viennent chez nous, est-ce qu'ils viennent pour la liberté ou est-ce qu'ils viennent pour les allocations? Ça, c'est une question Là, je parle des qu'on peut réfugiés, pour poser. le coup, des réfugiés de ces Les pays-là, réfugiés, précisément. bien sûr, mais je pense que c'est important de noter que oui, il y a une forme de monarchie dans ces pays-là, une forme d'autoritarisme. Et je le répète, j'ai clairement écrit dans le livre, je ne cherche pas à calquer, c'est pas le Hmm, modèle qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le moteur. Qu'est-ce qui hmm, a inspiré ces pays? Eh bien, ces pays-là se sont sortis de situations cataclysmiques.
encore pire que ce qu'on est aujourd'hui. Mais je rappelle qu'on n'est pas loin. On est endetté à plus de 3 000 milliards d'euros de dette. C'est plus que notre PIB. Et je ne parle pas de l'endettement des ménages, des Français, des entreprises françaises. On n'est pas loin de l'échec total. Et ce qui m'inspire, c'est que ce sont des pays, d'abord, c'est ça ce qui est intéressant. Ce sont des pays qui sont fiers. Toutes ces nations que vous venez de citer Hmm. sont fières. Aucune d'entre elles n'a honte de son passé. Aucune d'entre elles n'a honte de sa culture. Bien au contraire. Bien au contraire, ils disent, vous devez célébrer votre culture, vous devez être fier de votre religion. Et ce sont des modèles complètement différents. Le Salvador, la Russie, la Chine, le Singapour, ce sont des pays avec des modèles complètement différents. Mais ils avaient aussi cette vision de travailler sur le long terme. Moi, ce que j'ai retenu, ce que je vous ai dit il y a quelques Hmm. instants, je ne veux pas du tout un modèle autoritaire, mais il faut de l'autorité. Hmm. Il faut de l'autorité pour appliquer des lois. On a des lois en France qui ne sont pas appliquées. C'est quand même quelque chose qui est assez incroyable. Il faut avoir une vision sur le long terme. On a aujourd'hui en France, si vous regardez depuis les années 80, un ministre de l'Éducation nationale qui change tous les 2 ans. Aucun des pays que je vous ai cités n'a un ministre de l'Éducation nationale qui change tous les 2 ans. Le plus grand budget quasiment de l'État français qui sert à former des jeunes qui vont travailler, qui vont développer l'économie française, et le patron change tous les 2 ans. Dans quel pays au monde est-ce qu'on est capable d'avoir une politique stable et efficace quand le responsable, à peine élu, comprend à peine ce qui se passe? Dès qu'il commence à comprendre ce qui se passe, il est en train de penser à son prochain job. Ça ne peut pas marcher. Les pays, par exemple, si vous prenez la Chine, je ne suis pas du tout pour un modèle chinois, je le Hmm. répète. Oui, bien sûr. Quand vous avez une politique qui dit nous devons former des jeunes pour un monde qui est en train de changer, avec le développement de l'intelligence artificielle, avec le développement de biotechnologie, toutes ces choses-là, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, quand vous avez une vision sur le long terme et que vous dites on doit former des ingénieurs, on veut une politique qui forme des ingénieurs, on veut des médecins dignes de ce nom. Combien de personnes est-ce que nous avons dans la population chinoise aujourd'hui? De combien de médecins avons-nous besoin? Nous avons en France des zones où il n'y a pas de médecins généralistes. Hmm. Et comment est-ce que ça peut marcher? Donc je dis oui, il faut un peu de planification. Oui, ça, on peut le retenir de ces modèles-là. Oui, il faut un peu d'autorité pour appliquer les lois, mais on peut appliquer de l'autorité sans être autoritaire. Un Oui. parent, n'importe quel parent de famille qui entend ça, c'est qu'il faut de l'autorité dans la maison. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on va dicter la loi. Et je le répète, franc égale libre. Et on peut trouver un modèle français. Et ce que ces pays ont fait, la France l'a fait dans le passé. Le général de Gaulle a fait des plans. Les Hmm. rois de France ont fait des plans. Ils se sont projetés, ils ont investi, ils ont pensé à long terme. Quand on va construire telle route, quand on va développer tel canal, on sait que ça va prendre du temps, mais à long terme, cela va créer des emplois, cela va augmenter le commerce, cela va nous permettre d'exporter. Le fait de planifier et de prévoir ne veut pas dire autoritaire. Il se trouve que c'est plutôt dans des pays avec des régimes autoritaires qui ne sont pas tous aussi antidémocratiques que vous le dites, mais se dire que des pays qui planifient et qui se projettent et qui cherchent avant tout à défendre l'intérêt de leur peuple. Ça, c'est important. Quand nous avons 1500, je vous disais tout à l'heure, 1500 entreprises qui sont rachetées par les Américains et qui sont des pépites de l'économie française, est-ce qu'on défend l'intérêt des Français? Est-ce que Alors, c'est défendre notre intérêt que d'avoir des nations étrangères qui ont une grande partie de notre dette, quand ce sont des nations étrangères qui possèdent une grande partie des entreprises du CAC 40? Est-ce qu'on n'est pas tributaire de décisions qui se passent à l'étranger? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de protéger un petit peu notre économie sans pour autant vouloir vivre en autarcie? et alors justement, merci d'avoir déjà longuement répondu à ma question. Ce qu'on comprend dans le fond, c'est que ça rejoint notre point dont vous parlez dans votre livre, c'est la nécessité d'une contre-élite. Oui. C'est-à-dire que on a ce que vous décrivez, hein, bien sûr, c'est une élite qui se délite, pardon, du mauvais jeu de mots, mais en tout cas qui ne sert plus les intérêts nationaux. Je voudrais juste un instant parler parce que quand même l'essentiel du livre se passe sur les 12 chantiers que vous proposez pour la France, hein, mais donc sur la famille, vous donnez d'ailleurs des conseils de couple en citant Balzac, ce que j'ai trouvé assez amusant. Mais voilà, vous parlez de la solidarité, du beau, du retour à la nature, et effectivement, vous parlez du bien commun. Et alors justement, quelle est cette contre-élite que vous appelez de vos voeux? Aujourd'hui, on a malheureusement des responsables politiques qui, je trouve, ne sont pas au niveau des enjeux. Quand je regarde les responsables politiques ou les députés de nombreux partis, de gauche comme de droite, ils sont très souvent superficiels. Je les entends parler au nom de la France, et quel que soit le sujet, que ce soit l'économie, que ce soit la politique internationale, on a l'impression que ce sont des personnes qui n'ont pas lu de livres, des personnes qui n'ont pas voyagé, des personnes qui n'ont pas travaillé le sujet. Je vous dis, n'oubliez pas,
Pensez à cette image du ministre qui change d'emploi tous les 2 ans. Comment voulez-vous qu'il soit crédible? On a besoin de personnes qui travaillent des chantiers sur le temps long, qui ont une vision sur le temps long, qui ont mûrement analysé les sujets dont ils parlent, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il faut très clairement, et cette élite, je pense, est fatiguée. Je pense qu'on le voit, le modèle mondialiste est mort. Il ne fonctionne plus. Enfin, il est encore entretenu dans certains clubs et dans les capitales, malheureusement, de nombreux pays européens, mais même les Américains, qui ont été pendant longtemps les défenseurs de ce modèle mondialiste, se disent non, non, nous, c'est fini. Donald Trump, il revient à l'impérialisme, il dit le modèle mondialiste, c'est plus ce qu'on veut mettre en place, et il n'y a plus qu'en Europe aujourd'hui où on a une élite qui croit qu'un monde sans frontières, un monde technocratique est la réponse à nos problèmes, alors qu'on voit très bien au jour le jour que ce n'est pas le cas. Donc, on va arriver à ce stade que Wilfried Pareto appelle la circulation des élites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il a étudié à travers l'histoire, ces personnes qui ont le gouvernement, qui avaient des idées, qui avaient des projets, eh bien, ils se fatiguent. Ils sont intéressés au bout d'un moment que par les intérêts que leur procurent les postes qu'ils ont. Ils n'ont plus rien à proposer. Ils ont tout fait. Ils ont mis des politiques de réingénierie sociale en place. Ils ont sapé la famille. Ils ont ouvert les frontières. Ils ont vendu des pans entiers du patrimoine français à des firmes privées ou des firmes étrangères. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? La mort, la guerre, que ce soit en Ukraine, la guerre peut-être ailleurs dans le monde, l'euthanasie. Aujourd'hui, voici les propositions de l'élite qu'on a en place. Est-ce que c'est ça ce qui va répondre aux besoins des Français? Non. Donc, il nous faut une nouvelle élite au sens noble du terme, c'est-à-dire des Français qui sont vraiment des spécialistes dans leurs différents domaines, que ce soit l'éducation, la santé, que ce soit l'agriculture, que ce soit la culture tout court, des Français experts dans ces domaines qui ont le souci de défendre le bien commun. Et ça existe. Des personnes qui veulent aider les Français, qui veulent guider n'est peut-être pas le bon mot, mais qui veulent montrer les voies que les Français doivent suivre. Je pense que le consentement du peuple est fondamental dans ces décisions-là, et qui vont prendre le pouvoir, qu'on doit pousser au pouvoir un jour, et qui vont développer la France dans l'intérêt des Français. Vous savez, on était à une époque, quand même, je reviens au général de Gaulle, où lui payait ses timbres quand il était à l'Élysée, et sa femme, je pense, n'avait pas 20 000 ou 30 000 euros, je ne sais plus quel montant de notes de coupe de cheveux à l'Élysée. Donc, ça existe, on a eu ce genre d'élite. Si on regarde dans le passé, on a eu de très bons rois, on a eu des présidents qui ont été aussi, qui se sont battus, qui avaient ce souci du bien commun. C'est important aujourd'hui, et Christophe Guilly en parle très bien, cette élite qui a abandonné le peuple, qui aujourd'hui veut défendre que son idéologie mondialiste, son idéologie wokiste, aujourd'hui a fait ses... On va devoir arrêter là. Pardonnez-moi, on arrive au bout de cet entretien, Nicolas Mirkovic. Mais effectivement, votre livre fait quand même 380 pages à peu près, donc il y a de quoi en dire, il y a de quoi en lire. Et ce qui est bien, j'en termine juste ici, c'est que vous terminez en expliquant que ça existait par le passé et par un message d'espoir pour l'avenir, ce qui est absolument essentiel. Donc je rappelle, voilà, déclin et renouveau, comment les Français se relèveront. Merci Nicolas Mirkovic, et sans doute qu'on vous réinvitera peut-être d'ailleurs pour en reparler, pour parler de ces solutions. Merci.